2020, David Pye, un ancien rebelle devenu chef des Comancheros, voulait son rival mort. Nick Martin, le président du Rebels Motorcycle Club en Australie occidentale, est l'un des hommes les plus redoutés du milieu criminel australien. Pye a donc engagé un ancien soldat devenu tueur à gages. Mais avant de proposer de l'argent pour tuer Martin, il avait une autre cible en tête, son ex-petit ami, qui se cachait sous protection des témoins. 380 000 $ pour la faire disparaître. Le tueur a refusé. Je ne tue pas les femmes. Pye a alors proposé la deuxième cible, Nick Martin, 150 000 $. Cette fois, le tueur a accepté. Puis, le 12 décembre 2020, il a exécuté l'assassinat au Perth Motorplex, en Australie, là où des milliers de familles s'étaient rassemblées pour assister à un événement de drag racing. Martin était assis dans la foule avec sa femme, inconscient qu'à 335 mètres de là, un tireur se cachait dans l'obscurité, visant sa poitrine avec une lunette de précision. À exactement 20h33, avec un seul tir, Martin s'est effondré dans les bras de sa femme et est mort sur le coup. Cette unique balle a déclenché une réaction en chaîne qui allait prendre 4 ans pour détruire tout l'empire des rebelles en Australie occidentale. Et l'homme qui a finalement tout fait tomber n'était ni un policier, ni un rival. C'était l'un des leurs. Le vide de pouvoir. Voyez-vous, Nick Martin n'était pas seulement une figure symbolique. Il était la colonne vertébrale des rebelles en Australie occidentale. Pendant plus d'une décennie, il a dirigé la section de l'État d'une main de fer, collectant les cotisations, gérant les finances, prenant les décisions qui maintenaient tout en marche. Il avait même parfois assuré le rôle de président national par intérim. Quand Martin est mort, il a laissé un vide énorme que personne n'était prêt à combler. Le club avait besoin d'un nouveau leader. Rapidement, entre alors en scène Jamie Jean, un rebelle loyal qui avait fait ses preuves sur le terrain, respecté par les membres et prêt à prendre la relève. Il est devenu le nouveau président de WA et pendant un temps, tout semblait stable. Les rebelles étaient toujours debout, toujours puissants. Mais il y avait un problème, un gros. Jamie Jean perdait la tête, pas métaphoriquement, littéralement. Jean a commencé à souffrir de graves délires paranoïaques. Il était convaincu que des centaines d'agents gouvernementaux mystérieux le traquaient, observant chacun de ses mouvements. Il affirmait qu'ils utilisaient des drones, pas de petits drones de surveillance, mais d'énormes machines de la taille de voitures, capables de vitesses impressionnantes, pour le suivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son comportement est devenu erratique, imprévisible, le genre de leadership qui rend les membres nerveux. Et dans le monde des hors-la-loi, des membres nerveux sont des membres dangereux. Mais la paranoïa n'était pas le seul problème de Jean. Le club était aussi engagé dans une guerre brutale avec les Mongols, un gang rival en pleine expansion en Australie occidentale. Quelques jours seulement avant l'arrestation de Jean, une fusillade en voiture avait eu lieu à Baldivis, visant des membres des Mongols. Entre 5 et 10 coups de feu avaient été tirés devant une maison. Des familles prises entre deux feux. La police a confirmé qu'il s'agissait d'un conflit de bikers et 2 rebelles ont finalement été inculpés. C'était dans cet environnement que Jean tentait de diriger. Guerre de gang, pression policière et son propre esprit qui jouait contre lui. Puis, en octobre 2023, moins de 3 ans après la mort de Martin, Jamie Jean a été arrêté pour des infractions liées aux armes à feu. Il a été emmené au Perth Watch House et inculpé pour des délits liés aux drogues et aux armes. Vers 19h, alors qu'il se trouvait dans sa cellule, Jean a fait une crise. Les secours sont intervenus, mais ils n'ont pas pu le réanimer. Il a été déclaré mort sur place. 2 présidents, tous 2 morts, en 3 ans. Les rebelles en Australie occidentale perdaient leur leadership à grande vitesse et les fissures commençaient à apparaître. Entrée de Karl Labrouk. Avec 2 présidents morts en 3 ans, les rebelles avaient besoin de quelqu'un de stable. Quelqu'un qui connaissait les opérations dans les moindres détails. Quelqu'un capable de maintenir l'ensemble. Cet homme, c'était Karl Labrouk. Labrouk n'était pas un nouveau venu cherchant à se faire un nom.
Il était un rebelle depuis 25 ans, un quart de siècle de loyauté. Il avait été sergent d'armes de Nick Martin pendant plus d'une décennie, l'exécuteur, le bras droit. Quand Martin est mort, LaBrouk a pris un autre rôle clé, trésorier. Il contrôlait l'argent. Il savait d'où venait chaque dollar et où il allait. Mais être trésorier dans un club de motards hors la loi ne ressemble pas à gérer des feuilles Excel dans une banque. LaBrouk gérait du liquide, beaucoup. Les cotisations mensuelles des membres, les fonds pour les batailles juridiques, l'argent pour soutenir les frères emprisonnés. Et fin 2022, ce rôle allait le placer directement dans le viseur des forces de l'ordre. 22 décembre 2022. Quelques jours avant Noël. La police a arrêté Carl LaBrouk à Ridgewood, au nord de Perth. Lorsqu'ils ont fouillé sa voiture, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel sur la banquette arrière. Une boîte emballée comme un cadeau de Noël. À l'intérieur, 210 000 $ en liquide, rangés dans des mallettes. 2 heures plus tard, la police a arrêté une autre voiture conduite par Kelly Kersley, fille du légendaire entraîneur de chevaux Fred Kersley, en Australie occidentale. Ils ont fouillé sa maison à Redcliffe et trouvé encore 250 000 $ en liquide, emballés de la même manière. Même papier cadeau, même type de mallette. Kelly Kersley n'était pas une simple connaissance. Elle appartenait à la royauté des courses. Son père, Fred Kersley Jr., avait entraîné Northerly, l'un des plus grands chevaux de course australiens, vainqueur de 2 Cox Plates et de 2 Australian Cups. Fred était également un champion de course attelée et le premier Australien occidental à obtenir une double licence pour entraîner à la fois des trotteurs et des galopeurs. Kelly, elle-même, était entrée dans l'histoire en 1996 lorsqu'elle avait mené Norm's Daughter au Miracle Mile, devenant la première femme à le faire. Mais désormais, elle était impliquée dans une opération financière liée aux bikers. La police a également trouvé du cannabis chez elle, ainsi que le même papier cadeau que celui trouvé dans la voiture de LaBrouk. Tous deux ont été arrêtés et inculpés pour possession de biens volés ou obtenus illégalement. Être arrêté avec un demi-million de $ en liquide, c'est déjà grave. Mais ce que LaBrouk a dit au tribunal, c'est ça qui a vraiment déclenché la tempête. Car en avril 2024, lorsque LaBrouk s'est présenté devant la justice, il n'est pas resté silencieux. Il n'a pas gardé le silence. Il a parlé des finances des rebelles d'une manière qui a mis beaucoup de gens très, très mal à l'aise. Et son témoignage a révélé quelque chose d'explosif. Le club avait de sérieux problèmes d'argent. Des problèmes qui remontaient jusqu'à Nick Martin lui-même. Le problème d'argent. Au tribunal, Carl LaBrouk a tout dévoilé. Il a expliqué au juge que les 207 000 $ trouvés dans sa voiture ne lui appartenaient pas. Ils appartenaient aux rebelles. Il les transportait parce qu'il gérait les finances du club depuis l'assassinat de Nick Martin, le trésorier du club, l'homme de l'argent. Mais ensuite, LaBrouk a lâché une bombe. Il a témoigné que, lorsque Nick Martin dirigeait, les membres avaient commencé à remarquer quelque chose d'étrange. De l'argent disparaissait. Les cotisations du club, des paiements en espèces remis chaque semaine, s'évaporaient. Et il y avait des rumeurs, des soupçons que Martin utilisait l'argent du club pour financer des rénovations de sa grande maison. LaBrouk ne s'est pas retenu. Il a déclaré au tribunal que Martin n'était pas transparent sur les finances. Selon ses mots, c'était un peu plus une dictature. Les membres n'étaient pas satisfaits. Le mécontentement grandissait. En fait, LaBrouk a révélé que la section de Rockingham City, un chapitre entier des rebelles, avait quitté le club à cause de tout ce drame. Ils ne se sont pas contentés de partir. Ils ont rejoint les Mongols, un gang rival en pleine expansion en Australie occidentale. Une gifle directe pour les rebelles. Mais voici le point clé. LaBrouk a aussi expliqué pourquoi autant d'argent liquide circulait. Il a déclaré que la banque de Martin avait fermé ses comptes. Alors Martin exigeait que tous les membres paient leurs cotisations mensuelles en espèces. Pas de traces numériques, pas de documents, juste de l'argent liquide. Et pour aggraver la situation, le club avait récemment augmenté ses cotisations.
de 75 $ par semaine à 100 $ par semaine. Pourquoi? Pour constituer une caisse de guerre. Les rebelles faisaient face à des batailles juridiques coûteuses contre les lois anti-bikers strictes de l'Australie et ils avaient besoin d'argent pour porter leur affaire jusqu'à la haute cour. L'Australie avait mis en place certaines des lois anti-bikers les plus strictes au monde. Des lois permettant à la police d'imposer des interdictions d'armes aux chefs de gang, d'interdire aux membres de se fréquenter et de saisir les biens soupçonnés de provenir d'activités criminelles. Les rebelles, comme d'autres clubs, contestaient ces lois sur le plan constitutionnel, affirmant qu'elles violaient les droits fondamentaux de liberté d'association. Mais des batailles juridiques à ce niveau, elles coûtent des millions. Ainsi, les membres payaient plus, travaillaient plus dur, faisaient des sacrifices, pendant que leur direction était accusée de détourner de l'argent. Tout ce que Labrouk a déclaré au tribunal est devenu public. Les médias s'en sont emparés, et ces informations ont voyagé vers l'Est, jusqu'à Sydney, où se trouvait la direction nationale des rebelles. Et le président national, Damien Vella, n'était pas content, parce que dans le monde des hors-la-loi, parler des affaires internes du club devant un tribunal public, c'est considéré comme une violation du code d'honneur, une trahison de confiance. Alors Vella a fait ce que font les chefs quand ils doutent de la loyauté de quelqu'un. Il a exigé des réponses. Il voulait les transcriptions du témoignage de Labrouk. Il voulait voir exactement ce qui avait été dit. Et il voulait que Labrouk les lui envoie. La confrontation. Lorsque Damien Vella et la direction de Sydney ont exigé les transcriptions du témoignage de Labrouk, ils ne demandaient pas gentiment. C'était un test, une vérification de loyauté. Ils voulaient en voir si Labrouk allait se soumettre et prouver qu'il n'avait pas franchi la ligne. Mais Karl Labrouk ne s'est pas soumis. Au lieu de cela, il leur a dit exactement où trouver ces transcriptions, au tribunal. C'étaient des documents publics. N'importe qui pouvait les obtenir. Vella n'avait qu'à payer les frais comme tout le monde. C'était un geste de pouvoir, un refus d'être interrogé. Et dans le monde des clubs de motards hors la loi, ce genre de défi ne passe pas inaperçu. Pour Labrouk, il ne s'agissait pas seulement des transcriptions, c'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui s'était accumulé pendant des années. Voyez-vous, pendant que les rebelles en Australie occidentale menaient une guerre brutale contre les Mongols, fusillades, arrestations, membres emprisonnés, la direction à l'Est ne se mobilisait pas. Les membres de WA allaient en prison, et le soutien attendu du club national, il n'était pas là. Aucun soutien financier, aucune aide juridique, aucune solidarité. Damien Vella avait aussi ses propres problèmes. À 43 ans, il avait hérité d'une présidence nationale qu'il n'avait jamais vraiment voulu. Il était devenu président uniquement parce que son oncle, Alex Vella, le fondateur légendaire, avait été bloqué à Malte après que les autorités australiennes ont annulé son visa en 2014. Alex Vella, surnommé le Maltese Falcon, avait construit les Rebels en le plus grand gang de bikers d'Australie. Ancien boxeur et multimillionnaire dans l'immobilier, il dirigeait le club depuis les années 1970. Mais lorsqu'il s'est rendu à Malte en juin 2014, le ministre de l'Immigration Scott Morrison a annulé son visa pour des raisons de moralité. Alex a tenté de faire appel jusqu'à la haute cour, mais la décision a été maintenue. Il vit depuis à Malte, incapable de retourner dans l'empire qu'il a bâti. Cela a laissé Damien aux commandes. Et à partir de 2022, tout a commencé à mal tourner. Son leadership était constamment mis à l'épreuve. Anna, Sydney. La police utilisait les lois strictes contre les associations pour le cibler directement. En 2023, il a plaidé coupable pour avoir fréquenté des membres de gangs à Adelaide. Un crime qui n'existerait pas sans ces lois spécifiques. Il avait été inculpé aux côtés d'Alex Vella Jr., son cousin. Quelques années plus tôt, en 2021, Damien avait été arrêté par la Raptor Squad de NSW, une unité spéciale anti-bikers, alors qu'il roulait en Harley à Silverdale. Les agents ont émis une contravention pour son véhicule et ont exigé qu'il remette son gilet rebelle pour le fouiller. Lorsqu'il a refusé, ils ont utilisé du spray au poivre. Il a été condamné à une amende de 500 $ pour résistance. Donc, au moment où Labrouk le défiait en 2024,
Damien Vella était un homme assiégé. Bataille judiciaire, pression policière, défections internes. Et maintenant, un vétéran de 25 ans en Australie occidentale lui disant d'aller chercher lui-même ses transcriptions. Labrouk avait été fidèle pendant 25 ans, à travers les guerres, les arrestations, les assassinats. Et maintenant, Sydney remettait en question son intégrité. C'était la goutte de trop. En mai 2024, Karl Labrouk a pris une décision qui allait choquer tout le milieu criminel australien. Il a quitté le club. Il a rendu ses couleurs après un quart de siècle. Mais il ne s'est pas contenté de partir discrètement. Il a envoyé un message. Fort. Labrouk a gardé sa Harley Davidson. Et dans le monde des bikers, c'est impensable. Quand on quitte un club, on rend sa moto. C'est la règle. C'est le respect. Mais Labrouk, il l'a gardé. Et ensuite, l'impensable s'est produit. 36 autres membres l'ont suivi. Tous ont gardé leur moto aussi. Un exode massif, une rébellion. Un doigt d'honneur aux dirigeants de Sydney qui les avaient abandonnés. En quelques semaines, les rebelles en Australie occidentale sont passés d'un chapitre puissant et organisé à une simple coquille vide. Selon des sources policières, il ne restait qu'une douzaine de membres actifs, la plupart dans la section autrefois puissante du South-West. Le plus grand gang de bikers d'Australie venait de perdre tout un État. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Le passage aux Comancheros. Après l'exode massif, la question que tout le monde se posait était « Et maintenant ? Où vont 3 douzaines d'anciens rebelles après avoir brûlé ce pont ?» La réponse est arrivée le 24 juin 2024. Karl Labrouk est entré au Perth Magistrates Court pour une audience concernant son affaire de possession d'argent liquide. Mais quelque chose avait changé. Il ne portait plus les couleurs des rebelles. À la place, il était vêtu de noir et d'or, les couleurs emblématiques du Comanchero Motorcycle Club. Les enquêteurs l'ont remarqué immédiatement. Les chefs du milieu criminel aussi. Le message était clair. Labrouk avait changé de camp, et il n'était pas seul. Au moins 6 autres rebelles de WA l'ont suivi chez les Comancheros. Le gang censé être un rival les accueillait désormais à bras ouverts. Ce mouvement avait du sens pour plusieurs raisons. D'abord, plusieurs rebelles influents de la côte Est avaient récemment fait défection vers les Comancheros, ce qui a donné confiance aux membres de WA. Ce n'était pas un simple acte isolé de Labrouk, c'était une tendance plus large. Ensuite, les Comancheros recrutaient activement. Des dirigeants importants se sont rendus à Perth après l'effondrement des rebelles, organisant des réunions avec Labrouk et d'autres membres mécontents. Ils ont vu une opportunité d'absorber des bikers expérimentés, endurcis par les conflits et connaissant parfaitement le milieu criminel de WA. Mais les Comancheros n'étaient pas désespérés. Ils avaient des critères. Ils ont exclu le recrutement de tout rebelle actuellement en prison et ont clairement indiqué que même les membres expérimentés devraient passer par une période en tant que nominees, membres en probation, avant d'obtenir leur écusson complet. En Australie occidentale, les Comancheros étaient restés relativement discrets pendant quelques années. En 2022, leur chef régional, Nikola Maksimovic, avait été condamné à 24 ans de prison pour avoir organisé un trafic de 56 kg 10 méthamphétamine de Victoria vers WA. Un coup dur pour leurs opérations. La police avait pratiquement démantelé le club grâce à des opérations infiltrées. Mais avec l'arrivée de Labrouk et des ex-rebelles, les Comancheros se reconstruisaient rapidement. Pour Damien Vella et la Direction nationale des rebelles, c'était un cauchemar. Perdre des membres était déjà grave, mais les perdre au profit des Comancheros, c'était une menace directe, une humiliation. La police s'attendait à des représailles. Dans le monde des bikers, ce type de défection peut déclencher des guerres. Le sang coule, les territoires sont contestés. Et les Comancheros n'étaient pas un club discret. Ils étaient l'organisation criminelle la plus redoutée d'Australie. Dans les années précédant la défection de Labrouk, près de 20 personnes avaient été tuées dans une guerre entre gangs liés aux Comancheros à Sydney. Ils étaient puissants, violents, et maintenant renforcés en Australie occidentale.
Mais avant que Labrouk ne puisse pleinement s'installer dans ses nouvelles couleurs, la justice l'a rattrapé. En août 2024, il a été condamné. Le juge l'a reconnu coupable de possession de plus de 400 000 $ de biens obtenus illégalement. Cet argent emballé comme des cadeaux de Noël. Il a été condamné à 14 mois de prison, dont un minimum de 7 mois à purger. Labrouk a été placé en détention vêtu d'un costume noir et d'une cravate jaune vif. Noir et or. Les couleurs des Comancheros. Un dernier message avant que la porte de la cellule ne se referme. Alors prenons un peu de recul, car ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui quitte un gang. C'est celle d'un effondrement systémique complet. L'effondrement. Alors, comment le plus grand gang de motards hors la loi d'Australie a-t-il perdu tout un État? Ce n'est pas une seule cause. C'est un ensemble. Une tempête parfaite de défaillance de leadership, de corruption interne et de pression externe accumulée sur 4 ans. Relions les points. Tout a commencé avec l'assassinat de Nick Martin en décembre 2020. Martin n'était pas simplement un président. Il était le ciment qui maintenait la section de WA unie. Il contrôlait l'argent, prenait les décisions et imposait le respect par la peur et la loyauté. Quand cette balle de sniper l'a éliminé, elle a créé un vide de pouvoir que les rebelles n'ont jamais réellement comblé. Jamie Jean a essayé, mais ses délires paranoïaques l'ont rendu instable. Les membres ne pouvaient pas faire confiance à un leader convaincu que le gouvernement le suivait, avec des drones de la taille de voitures. Et quand il était mort dans sa cellule en octobre 2023, cela a provoqué une nouvelle onde de choc. 2 présidents morts en moins de 3 ans. Ce genre d'instabilité crée le doute. Ensuite, il y avait le problème d'argent. Le témoignage de Labrouk a exposé ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Les finances étaient chaotiques. Nick Martin aurait détourné des fonds du club pour des rénovations personnelles. Les cotisations augmentaient, mais le soutien aux membres emprisonnés restait insuffisant. La confiance s'érodait de l'intérieur. Et ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de loyauté. Lorsque les rebelles de WA ont mené une guerre contre les Mongols, fusillades, bagarres violentes, arrestations, ils s'attendaient à du soutien de la direction nationale, des ressources, une aide juridique, peut-être même des renforts. Mais Sydney n'est pas intervenu. Damien Vella et la direction de l'Est avaient leurs propres problèmes. En 2022, Damien Vella était déjà sous pression. Sa famille se fragmentait. Gino Vella, un membre important et parent de Damien, est décédé au début de l'année. Puis le fils de Gino, Jesse Vella, membre de la royauté des rebelles et neveu du fondateur Alex Vella, a fait l'impensable. Lors des funérailles de son père en janvier 2022, Jesse s'est tenu devant des centaines de personnes à la mosquée Auburn Gallipoli à Sydney, portant fièrement son écusson Rebels. Il a lu un poème écrit pour son père, la voix tremblante d'émotion. « Papa, j'ai écrit ça pour toi, le cœur lourd, tenant tes lunettes de lecture en écoutant Roadhouse Blues. C'est difficile d'accepter que tu nous aies quittés si tôt. Nous avions encore tant de souvenirs à créer, tant de choses à faire. Tout ce que je suis aujourd'hui, je te le dois. De ma façon de parler à ma façon de bouger. » Jesse a parlé de son enfance, de l'héritage de son père, de fraternité et de loyauté. Puis, il a terminé avec le cri de guerre du club. RFFR. Rebels Forever. Forever Rebels. 6 mois plus tard, Jesse a rejoint les Comancheros. En juillet 2022, le président des Comancheros, Alan Meehan, a publié une photo sur Instagram. On le voyait aux côtés de Jesse Vella, tous deux vêtus de noir et d'or. Tous deux portant les écussons des Comancheros. La légende disait « Welcome to A grade, this is that new shit ». C'était un coup de force, un recrutement qui a choqué tout le milieu criminel australien. Jesse n'était pas un membre ordinaire, c'était la famille. Le fils d'un membre important, le neveu du fondateur, le cousin du président national. Et maintenant, il était Comanchero.
Une source du milieu a déclaré aux journalistes que ce recrutement montrait que les Comancheros pouvaient faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Le message était clair pour tous les rebelles en Australie. S'ils peuvent prendre Jesse Vela, ils peuvent prendre n'importe qui. Cette défection a déclenché la peur d'une guerre totale entre les deux clubs. Et elle a montré aux membres de WA quelque chose d'important. Si des rebelles influents de la côte Est changèrent de camp, il était peut-être temps d'envisager leurs options. Ainsi, lorsque Carl Labrouk a défié Damien Vela en mai 2024, les rebelles étaient déjà en train de s'effondrer. Labrouk n'a pas détruit l'Empire. Il a simplement compris qu'il était déjà mort. Sa démission n'était pas une trahison, c'était une constatation. Les rebelles avaient échoué en Australie occidentale. Ils n'avaient pas soutenu leurs membres pendant la guerre contre les Mongols. Ils n'avaient pas assuré une direction stable après la mort de Martin. Et ils n'avaient pas corrigé la corruption financière qui rongeait l'organisation. Quand Labrouk est parti, il a donné à 36 autres la permission de faire de même. Et quand ils ont gardé leur Harley, c'était l'insulte ultime. Une déclaration que les rebelles n'avaient plus d'autorité sur eux. Mais un effondrement ne reste jamais isolé. Les rebelles ont perdu l'Australie occidentale, mais les conséquences se sont propagées. D'autres sections ont commencé à remettre en question leur direction. La police a intensifié la pression, sentant la faiblesse. Les gangs rivaux comme les Mongols et les Comancheros sont devenus plus audacieux, recrutant d'anciens rebelles et s'étendant dans des territoires autrefois contrôlés par eux. Et Damien Vela, il s'est retrouvé à gérer une organisation nationale qui perdait ses membres, sa crédibilité, et faisait face à des menaces de tous côtés. L'assassinat de Nick Martin n'a pas seulement tué un homme, il a révélé toutes les failles du système. Et lorsque ces failles se sont élargies, toute la structure s'est effondrée. Les conséquences. Où en sont-ils aujourd'hui? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Commençons par l'homme accusé d'avoir déclenché toute cette affaire. David Pye. Souvenez-vous, Pye était un ancien rebelle passé chez les Comancheros et accusé d'avoir engagé le sniper pour tuer Nick Martin. Il a été inculpé pour meurtre et en octobre 2025, son procès est toujours en cours. Le sniper, cet ancien soldat qui a tiré, a plaidé coupable en 2021 et purge actuellement une peine de 20 ans. Son identité reste protégée par décision de justice pour sa sécurité. Le sniper coopère avec les autorités, témoignant contre Pye et fournissant des détails précis sur la planification de l'assassinat. Et ces détails, ils sont glaçants. Selon son témoignage, le sniper a d'abord été en contact avec Pye via Instagram, alors qu'il travaillait pour une organisation médicale en Irak. Ils ont ensuite échangé via une application chiffrée appelée Wire. Pye l'aurait contacté parce qu'il avait besoin de quelqu'un avec des compétences militaires, quelqu'un capable de tuer. Quand le sniper est revenu en Australie, il a rencontré Pye en personne chez lui, dans la banlieue sud de Perth. C'est là que Pye lui aurait fait sa première proposition, 380 000 $, pour tuer son ex-petite amie et faire disparaître le corps pour simuler une disparition. Elle était sous protection des témoins. Pye la voulait morte. Le sniper affirme avoir refusé. « Je ne tue pas les femmes », a-t-il déclaré au tribunal. « Je suis un peu offensé que vous me le demandiez. » Mais ensuite, Pye a fait une autre offre. Celle-ci, le sniper l'a acceptée. Tuer Nick Martin. 150 000 $. Pye aurait expliqué sa rancune. Il affirmait que Martin avait déjà commandité son assassinat, donc c'était de la légitime défense anticipée. Il a même décrit comment il voulait que Martin soit tué. Il voulait le cribler de balles avec un point 357. Le sniper a reçu 10 000 $ à l'avance pour la reconnaissance. Il est passé plusieurs fois devant la maison de Martin. Il l'a suivi pour apprendre ses habitudes. Il a acheté un drone chez JB Hi-Fi et l'a fait voler au-dessus de la maison pour analyser les mesures de sécurité. Ensuite, il s'est concentré sur le Perth Motorplex. Il a assisté à des courses pour repérer les lieux. Il a identifié 2 positions de tir possibles. Le 9 décembre, 3 jours avant l'attaque, il a déplacé une rampe de sécurité en aluminium qui bloquait sa ligne de tir vers l'endroit où Martin s'asseyait habituellement. Le 12 décembre 2020,
Le sniper a changé les roues de sa voiture pour la dissimuler. Il a découpé un trou dans la clôture. Il s'est habillé en camouflage. Puis il s'est glissé jusqu'à sa position, à environ 335 mètres de sa cible. Il a observé Martin à travers sa lunette pendant 10 à 15 minutes. Attendant, calculant le vent, la distance, la trajectoire. À 20h33, il a tiré un seul coup avec un fusil de calibre .308. La balle a parcouru 365 mètres, légèrement plus que prévu, a frappé Martin à la poitrine, traversé son corps et est ressortie par le bas du dos. Elle a ensuite touché un autre homme au bras et frôlé un garçon de 5 ans assis à proximité. Après le tir, Pai aurait envoyé un message au sniper, 2 emojis cercueil et un emoji applaudissement. Le sniper affirme avoir reçu les 140 000 $ restants après la mort de Martin. Il a enterré l'argent dans des tuyaux en PVC dans une zone boisée. Puis, selon son témoignage, Pai lui a proposé une autre mission, tuer un autre chef biker nommé Ray Seeley pour 600 000 $. Le sniper a accepté un acompte de 145 000 $ mais affirme ne jamais avoir accepté le contrat. Cet argent a été enterré avec le premier paiement. La police a ensuite récupéré les 2 cash. La défense de Pai. Son avocat affirme que le sniper ment, que Pai n'a jamais commandité le meurtre. Le procès continue et son verdict pourrait changer la manière dont l'Australie traite les assassinats liés au crime organisé. Quant à Carl Labrouk, il purge actuellement sa peine de 14 mois pour possession d'argent illégal. Mais même depuis sa cellule, son impact est indéniable. Il n'a pas seulement quitté les rebelles, il les a fait s'effondrer. La section d'Australie occidentale, autrefois l'un des piliers du plus grand gang de bikers du pays, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La police estime qu'il reste moins d'une douzaine de membres actifs, principalement dans la section du Southwest. Les autres ont soit suivi Labrouk chez les Comancheros, soit rejoint des gangs rivaux comme les Mongols, soit quitté complètement ce mode de vie. Et Damien Vella est la direction nationale des rebelles. Ils tentent toujours de maintenir l'organisation, mais les dégâts sont faits. La perte d'un État entier est sans précédent dans l'histoire des gangs de bikers en Australie. Ce n'est pas seulement une perte de membres, c'est une perte de territoire, de revenus et surtout de réputation. Dans ce milieu, la réputation est tout, et celle des rebelles a été gravement atteinte. Ils paraissent pas faibles, vulnérables, et dans cet univers, la faiblesse attire les attaques. Les gangs rivaux observent, la police observe, et même les anciens membres observent, se demandant s'ils ont fait le bon choix en restant loyaux. Mais la vraie question est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des clubs de motards hors la loi en Australie? Pendant des années, ces groupes fonctionnaient avec un code. Loyauté avant tout, fraternité. Rebels forever, forever rebels. Mais ce que Carl Labrouk a montré, c'est que lorsque le leadership échoue, lorsque le code est brisé au sommet, la loyauté a ses limites. 36 hommes sont partis. Ils ont gardé leur moto. Ils ont rejoint des clubs rivaux. Et le système ne s'est pas effondré à cause des descentes de police ou des guerres de gangs. Il s'est effondré parce que les dirigeants ont cessé de diriger. C'est ainsi que le plus grand gang de bikers d'Australie a perdu tout un État. Pas à cause de la police, pas à cause des rivaux, mais à cause de ses propres erreurs. Mais pendant que les rebelles s'effondraient de l'intérieur, un autre club construisait une réputation qui fait trembler même les criminels les plus endurcis. Un homme en particulier est devenu si redouté que son nom seul impose le respect à travers les continents. Clique sur la prochaine vidéo pour voir comment cette histoire continue.